Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos deux chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Benoît Hamon est ancien ministre et candidat à la présidentielle, directeur général de Singa Global et président de SS, Économie sociale et solidaire France. C'est notre invité aujourd'hui. Son regard nous permettra d'aborder de multiples sujets. L'actualité internationale, tout d'abord dominée par le génocide à Gaza et le silence de la quasi-totalité de la communauté internationale, dont celui qui va nous intéresser aujourd'hui, le silence de la France. Et l'actualité nationale est quant à elle dominée, entre autres, par les partis politiques et les hommes politiques qui avancent leurs pions en vue de 2027. La gauche divisée sur une candidature unique avec un duel PS-LFI qui prend de plus en plus d'ampleur, et la droite et son extrême qui se cherche encore avec un Bruno Retailleau qui gagne du terrain. Et le peuple dans tout ça. Le peuple est comme pris en otage par ses égaux, mais s'interroge tout de même. Qui sera capable de redresser la situation économique de la France à l'heure où François Bayrou a une idée, faire des économies, et pour y parvenir, demander toujours plus d'efforts aux Français, aux travailleurs. C'est l'heure de l'entretien. Benoît Hamon, bonjour. Bonjour. On va commencer par cette photo. Elle ressemble beaucoup à celle que vous avez publiée sur vos réseaux sociaux, sur Instagram. Les Gazaouis, on le sait, meurent de faim à cause du blocus humanitaire imposé par Israël. Et quand ils vont chercher de la nourriture dans les rares centres d'aide humanitaire contrôlés par Israël et par son allié américain, eh bien, ils se font tirer dessus, bombardés. On a des chiffres, on le sait qu'ils sont sous-estimés. Il y a 1000 Gazaouis qui ont été tués par Israël et par les Américains depuis fin mai, alors qu'ils étaient en train de chercher de l'aide humanitaire. La situation, aujourd'hui, est intenable. Alors, ça fait longtemps qu'elle est intenable, et ça fait longtemps qu'on le sait. On ne va pas feindre de découvrir l'intention génocidaire dès lors que ceux qui sont au gouvernement disent « on veut les tuer tous ». Donc, il y a ce qui émeut et nous étreint, c'est outre évidemment la réalité de la tragédie, mais c'est le silence en face de cette tragédie du camp occidental qui, s'il appliquait le 10e de l'indignation qu'il applique à la question ukrainienne, aurait depuis longtemps décidé la révision de l'accord entre l'Union européenne et Israël et la mise en place d'un certain nombre de sanctions sur le plan économique, culturel, diplomatique à l'égard d'Israël. Et c'est ça qui ne va pas. C'est-à-dire que autant on peut, et j'approuve moi la fermeté qui est celle de l'Union européenne à l'égard de la Russie, autant sur la question aujourd'hui de ce qui se passe à Gaza, mais pas qu'à Gaza, parce qu'il y a aussi la colonisation qui se poursuit en Cisjordanie. Il y a là un fait politique majeur qui appelle de la part du camp occidental, à l'égard d'un des siens, et c'est bien ça probablement qui pose problème, une attitude qui n'a rien à voir avec les longueurs de prudence qui sont celles des différentes chancelleries aujourd'hui en Occident. Parce qu'on dont on parle, c'est évidemment des bombardements. Ce sont des bombardements de civils. C'est l'interdiction pour la presse d'accéder à ces zones-là. Ce sont des bombardements de distribution alimentaire, la remise en cause de l'accès de ces organisations alimentaires à ces zones-là. C'est l'organisation d'une famine. Je ne sais pas quoi dire, mais 60 000 victimes aujourd'hui estimées. Bon, il y a plus de mots. Et quand bien même Israël a utilisé le droit à la défense après le 7 octobre, de facto aujourd'hui, on voit bien qu'on n'est plus... C'est plus ça qui s'applique. La réalité, c'est que c'est bien une guerre sous la forme d'un nettoyage ethnique qui concentre l'ensemble des feux et des possibilités d'éliminer les Palestiniens, famine, bombardement, sur une population qui est une population qui ne peut pas se défendre. Et quand, je veux le dire à un moment, pardon... Mais quand la totalité des organisations sérieuses en matière de droits de l'homme, la totalité des organisations humanitaires qui travaillent avec les États occidentaux, aujourd'hui disent ce qui se passe à Gaza ne fait pas de doute sur l'intention génocidaire du gouvernement israélien. Il n'y a pas de doute. Pourquoi la parole de ces gens avec laquelle chacune des chancelleries occidentales travaille au jour le jour ne vaudrait plus rien quand il s'agit de Gaza? Ça ne tient pas debout, et c'est la raison pour laquelle moi je fais partie de ceux qui, évidemment, comme dirigeant d'une ONG, considèrent qu'il faut
passer à une autre échelle en termes de sanctions et arrêter des déclarations qui, dans le vent pour... Qui n'ont plus d'effet. Oui, et puis en tout cas utiliser l'instrument qui est celui de l'accord entre l'UE et Israël pour essayer de faire plier la volonté de Benjamin Netanyahou et de son gouvernement de poursuivre leur nettoyage ethnique de la bande de Gaza. Alors à quoi joue la France? C'est malheureux d'utiliser ce terme de jeu quand un drame est en train de se nouer sous nos yeux, mais parce qu'elle dit tout et son contraire. Elle dit tout d'abord accorder son soutien inconditionnel à Israël. Et après, dans un second temps, elle dit non, je veux un cessez-le-feu à Gaza. Après, elle dit il faut de la dignité au peuple gazaoui, mais elle refuse toujours d'accorder le statut d'État à la Palestine. Pourquoi autant de paradoxes? C'est difficile de se mettre à la place du gouvernement. Sur la reconnaissance de l'État de Palestine, je l'ai défendu en 2017 quand j'étais candidat à l'élection présidentielle. Déjà à l'époque, on me disait mais non, ça sert à rien, etc. Maintenant, on y vient. C'est une évidence que si on veut réouvrir la possibilité d'un avenir pour les Palestiniens sur une terre qui est la leur au moins autant qu'aux Israéliens, il faut reconnaître l'État de Palestine. C'est un acte politique qui ne doit plus attendre. C'est-à-dire que les arguments sur lesquels il faut attendre le moment opportun, ça n'a plus de sens. D'autres l'ont fait, la France doit le faire. Bon, qu'est-ce qui se passe? C'est assez simple. Israël appartient au camp occidental. Ce camp occidental, il est aujourd'hui dans une configuration mondiale où on observe une incroyable polarisation des élites, et notamment à droite ou à l'extrême droite, dans une défense de leur pouvoir, de leurs privilèges, dans le champ économique comme dans le champ politique, qui ne fonctionne plus par le libre jeu de la démocratie, mais ne fonctionne plus que par l'exercice de la force et de la puissance. Et c'est donc la mobilisation de la puissance du camp occidental au service de la prolongation de l'espérance de vie d'un modèle qui est en voie d'obsolescence. Quand je dis modèle en voie d'obsolescence, c'est à la fois le capitalisme tel qu'il existe, prédateur des grands écosystèmes naturels et des écosystèmes sociaux, mais c'est aussi ce capitalisme qui a assuré l'hégémonie de l'hégémonie occidentale sur le monde. En fait, ce moment-là est fini. Ou en tout cas il est en voie d'obsolescence, et ce que la plupart des élites dont la prospérité individuelle, personnelle, a été liée à la prospérité justement de ce modèle-là, ce qu'elles ne veulent pas voir, c'est que nous sommes en pleine transition et que la fin de l'hégémonie occidentale sur les affaires du monde, elle est pour dans quelques années, et donc elles essayent de prolonger l'espérance de vie de ce système. Et je crois que comme elles ne peuvent pas le faire par la conviction, la persuasion, l'argumentation, elles le font par la force, et donc beaucoup aujourd'hui d'occidentaux se sentent finalement assez solidaires de la force utilisée par Trump, de la force utilisée par Netanyahou, de la force utilisée par tous les impérialismes pour perpétuer finalement leur espérance de vie. Et je crois que on parle de la France. Donc je vous coupe, pardonnez-moi, c'est une idéologie finalement. La France a donc une marge de manœuvre, elle peut agir et elle refuse de le faire. Le camp occidental, c'est de l'idéologie déjà. Oui, évidemment, la France peut parfaitement, et elle serait même parfaitement dans son rôle, si on regarde son rôle historique entre les belligérants, entre l'Est et l'Ouest auparavant, elle serait dans son rôle historique. Mais c'est un rôle qui a été abandonné depuis plusieurs années déjà, et qui amène la France à être fondamentalement alignée aujourd'hui sur une sorte de ligne, sur un plus petit dénominateur commun au sein du camp occidental, qui a complètement étouffé et éteint la voix originale qui était la sienne et qui en faisait l'interlocutrice naturelle, notamment des nations arabes. Alors, la Cour nationale de droit d'asile a accordé aux Gazaouis le droit de prétendre au statut de réfugié, de quoi rendre folle l'extrême droite. Marine Le Pen, je crois, a dit que ça allait exacerber le sentiment d'insécurité dans l'Hexagone. Vous êtes un spécialiste de cette question, vous êtes président de l'ONG Singa. Quel regard vous portez justement sur ce qu'a dit l'extrême droite concernant le statut de réfugié accordé aux Gazaouis ? Demandez à Le Pen, Zemmour et Bardella, ils veulent finir le travail. C'est-à-dire qu'en gros, Netanyahou veut expulser des gens de l'endroit où ils vivent, et à partir du moment où ils sont expulsés et qu'ils sont éligibles au statut de réfugiés, ils n'auraient pas le droit d'obtenir ce statut alors qu'ils sont persécutés. Vous ne pouvez pas compter sur ces gens-là
pour faire vivre un acquis comme celui de la Convention de Genève et de la possibilité de trouver refuge, asile dans un pays quand on a été persécuté pour ce que l'on est, pour sa religion, pour son orientation sexuelle. Donc Zemmour, Le Pen veulent finir le travail de Netanyahou. Cherchez pas, c'est les mêmes. Donc c'est normal qu'ils s'entendent. La réalité aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de migration aujourd'hui des Palestiniens vers l'Europe. Elle est totalement marginale. Pourquoi ? Parce que les gens ne peuvent pas sortir. Et puis ensuite, parce que beaucoup d'entre eux ne veulent pas non plus quitter une terre dont ils comprennent que s'ils la quittent, elle sera colonisée. C'est aussi simple que ça. Et donc, il n'y a pas de question palestinienne en matière aujourd'hui de migration. Peut-être y en aura-t-il une, et il faudra être à la hauteur. Je sais par exemple que Singa, mon ONG, on vient d'écrire au consulat français à Jérusalem pour accueillir un entrepreneur palestinien qu'on pourrait accompagner, qui pourrait sortir si Israël le lui permet. Donc on facilitera cela parce que ça fait sens. Mais en réalité, ce sujet n'existe que parce qu'il permet à l'extrême droite d'agiter le chiffon rouge de la migration et de faire de son habituel discours islamophobe le moyen par lequel elle existe électoralement et politiquement. L'extrême droite, discours islamophobe, bien sûr, on va parler de Bruno Retailleau. Il a encore fait la une de l'actualité aujourd'hui. Là-dessus, il est fort, on ne peut pas lui enlever. Sa rencontre avec Emmanuel Macron, ça devait être ce soir, a été reportée. Il a encore fait une sortie, je vais le citer, hein. Le macronisme s'achèvera avec Emmanuel Macron, tout simplement parce qu'il n'est ni un mouvement politique, ni une idéologie. Il repose essentiellement sur un homme. Alors on veut nous présenter aujourd'hui les deux hommes, Bruno Retailleau et Emmanuel Macron, finalement comme des ennemis. Mais si Retailleau est encore là, c'est parce qu'Emmanuel Macron le permet. Ou alors il est devenu incontrôlable. Honnêtement, c'est un sujet, je m'en fous. Ce que peut penser Retailleau de Macron. La loi immigration, qui est une des lois les plus réactionnaires qu'on ait connues, elle a été faite avec l'accord des deux composantes, Renaissance et LR, il y a un peu plus d'un an de cela. Sur la question de la remise en cause de l'état de droit, sur la question des reculs des droits sociaux, je veux dire, vous prenez les sujets les uns après les autres, la nuance peut parfois les séparer, absolument pas le cap politique et économique qui est poursuivi. Donc, en tout cas, je juge sur pièce. Je ne vais pas faire de procès d'intention sur l'avenir, mais sur pièce, tout ça, c'est du cinéma politique. C'est Retailleau qui veut entretenir la flamme LR dans un gouvernement. Je veux dire, ce gouvernement, c'est un gouvernement macroniste avec des gens de LR et avec des gens de Renaissance. Voilà. François Bayrou, c'est quand même l'homme qui a permis l'élection d'Emmanuel Macron. C'était un des premiers choix d'Emmanuel Macron. Donc, arrêtons de je veux dire, personne ne croit qu'il y ait une quelconque différence. Et bon, voilà, Retailleau, c'est du Macron en plus catho, quoi, mais pas davantage, quoi. Alors, il y a depuis quelque temps un climat raciste, et moi, encore parler de Bruno Retailleau. J'ai rien contre les catholiques, je le dis parce que pour moi, mais non, mais moi, je suis passé par le catéchisme, donc voilà. Alors, en tout cas, Bruno Retailleau, il a fait plein de sorties racistes, abat le voile, il a parlé aussi de français de papier, il a aussi dit que la colonisation avait eu ses belles heures. À quel point ce Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, est en partie responsable de ce climat raciste, on ne peut pas nier, qui s'est exacerbé ces derniers mois? La réalité du racisme en France, c'est pas qui augmente, c'est pas de ces derniers mois. La question, est-ce qu'aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur et son ministre prennent le sujet au sérieux et luttent contre le racisme? La réponse est évidemment non. Il n'y a pas de prise au sérieux de la réalité de la discrimination et du racisme. Quand d'ailleurs des dirigeants de droite appartenant au parti de M. Retailleau font un parallèle entre le racisme, prétendu racisme anti-blanc qui n'existe pas, il n'y a pas de discrimination contre les blancs en France systémique qui vous empêcherait, parce que vous êtes blanc, d'avoir accès à un logement, d'avoir accès à un véhicule, d'avoir accès à un travail ou d'avoir accès à un lieu de loisir, ça n'existe pas. Puis alors de l'hostilité, ça peut exister dans des moments, mais ce n'est pas du racisme. Le fait que cette formule-là, que même les notions
venue de l'extrême droite la plus infecte, comme le grand remplacement, a été reprise dans ce camp. Je veux dire, bon, chacun son lexique, chacun ses mots, chacun ses représentations du monde. Et les représentations du monde qui sont véhiculées aujourd'hui sur la question sociale, comme sur la question de la diversité, de l'égalité au sein de LR, sont, je veux dire, vous faites un test, un blind test, sans dire qui dit quoi entre Retailleau, Wauquiez, Le Pen, Bardella, Zemmour. Ben, n'importe quel étudiant en France, au Maroc, en Hongrie, aux États-Unis serait incapable de dire ah bah non, il n'y a pas de différence. Donc la vérité aujourd'hui, c'est que sur le fond aujourd'hui de ce qu'ils mettent sur la table, sont les mêmes. Après, c'est pas à moi d'être arbitre des élégances entre les uns et les autres. Ce que je dis juste, c'est que il est clair que l'extrême droite française a conquis idéologiquement la droite française, en tout cas pour cette composante-là. Fort heureusement, il y a une droite républicaine, je le crois, il y a des femmes et des hommes qui ne sont pas cela. Et c'est à eux de se réveiller aussi. Je crois qu'ils existent, qu'ils sont réveillés d'ailleurs. Hein. Et moi, je suis attaché à ce qu'elles vivent dans le débat public, cette droite française. Moi, je suis attaché à d'avoir un débat sur les questions d'inclusion avec la droite française. Mais pas la droite qui singe l'extrême droite. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas de débat possible. Il fonctionne selon, non pas des faits, mais des croyances. Et à partir du moment où on fonctionne selon des croyances, et potentiellement donc des mensonges, c'est très compliqué. Alors on a un climat raciste qui augmente et on a également un taux de pauvreté qui augmente. Le taux de pauvreté a atteint un niveau record en France. C'est environ 9,8 millions de personnes qui se trouvaient en 2023 en situation de pauvreté monétaire. Est-ce que ce sont les politiques successives qui ont mené à ça ? Ah bah oui, alors surtout il faut dire la chose suivante. Ça fait depuis 30 ans que l'INSEE mesure ce taux de pauvreté. Et il n'a jamais été aussi élevé. Jamais été aussi élevé. Et quand vous dites 9,8 millions, en réalité, on est plus proche de 12 millions puisqu'il ne tient pas compte des personnes sans abri, hors statistique, et des personnes outre-mer. C'est quand même la France, à ma connaissance. Et donc, on est plus près de 12 millions. Donc, en réalité, cette part des personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté est plus grande. Il y a un effet, évidemment, Covid, il y a un effet inflation, il y a plein de choses qui expliquent cela. Mais ce qui est incroyable, je vais faire 2 remarques rapides, c'est: avez-vous entendu une seule déclaration gouvernementale? Vous entendez Retailleau qui s'en prend aux macronistes, vous entendez Agnès Pannier-Runacher qui dit des choses, la ministre du Travail qui dit des choses. Une déclaration sur la pauvreté? Pas une. Pas une. Et quel est le projet de budget que prépare le gouvernement? 2,5 milliards d'économies sur le poste insertion et lutte contre la pauvreté. Gel des minima sociaux qui ne seraient plus indexés sur l'inflation. Donc on appauvrit les pauvres. Mieux, ou pire, pardon, on totémise, on sanctuarise quoi? Le fait qu'on ne touche pas à la fortune des plus riches. Mais donc si vous voulez qu'on désigne des responsables, toutes celles et ceux qui ont dit « il ne faut pas » redistribuer la richesse différemment, il ne faut pas fiscaliser davantage les entreprises les plus riches, le capital ou le patrimoine des plus riches, tout cela ont une responsabilité directe dans le fait que la vie de gens qui vont mal ira encore plus mal. C'est aussi simple que ça. Et ce que je veux simplement dire, c'est que croire que tout ça ne se traduira pas par des désordres, peut-être que certains les souhaitent d'ailleurs, mais des désordres sociaux profonds, tout ça, il n'y a pas besoin d'être grand clair pour savoir que plus la pauvreté augmente et plus le spectacle de l'injustice aussi augmente et des inégalités, et plus les désordres seront grands dans ce pays. Les pauvres s'appauvrissent et les riches s'enrichissent. Ah c'est ça aussi qu'il faut voir. Dans des proportions invraisemblables. On parle des 30 prodigieuses sur les 30 dernières années, pour les plus grandes fortunes. Vous avez donc 30 années d'augmentation de la pauvreté, et en face, après les 30 glorieuses, on parle des 30 prodigieuses. Mais les 30 prodigieuses, évidemment, elles n'ont pas concerné les millions de Français, elles n'ont concerné qu'une toute petite fraction d'entre eux. Donc François Bayrou a proposé son budget. Il a des idées, parmi lesquelles les coupes budgétaires dans la mission sport, jeunesse et vie associative. C'est encore là une absurdité. Oui, alors ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas le temps. Bon, en même temps, je ne suis pas là pour faire de la politique, de dire ce qu'on ferait à la place, mais bon, encore comme moi, j'ai quelques idées sur le sujet, mais... Vous avez un chiffre aussi. Oui, non, mais j'ai plein de chiffres, si vous voulez. Sur la question des 16 milliards d'euros que l'État donne aux associations contre 211 milliards. Oui, on va avoir un rapport de la Cour des comptes qui va montrer que
l'économie sociale et solidaire, qui est vécue comme, dont les associations comme une sorte d'ennemi dans l'économie par un certain nombre de parlementaires, notamment sur les bancs de l'extrême droite, en motif qu'elle absorberait trop de subventions, on va découvrir qu'en fait, et le rapport de la Cour des comptes devrait le montrer, il n'est pas encore officiel, mais je pense, qu'en fait ces missions sont sous-financées. Que font les associations ou les acteurs de l'ESS quand ils reçoivent de l'argent de l'État? Ils remplissent une mission d'intérêt général que l'État ne fait pas. Gérer un EHPAD, monter une crèche associative, assurer des missions en matière d'insertion, de médiation, plein de choses. Et donc, on fait des missions qu'une collectivité, puissance publique, ou l'État, à travers ses administrations, ne fait pas. Et qu'il nous finance. Et on se rend compte qu'en réalité, ces transferts pour des missions d'intérêt général ne cessent aujourd'hui de baisser au point qu'on n'arrive plus à assurer ces missions-là. Mais quand l'ESS est financé par l'État, c'est pour faire une mission d'intérêt général. Et on a mis en rapport ce que j'ai fait, c'est 16 milliards vers l'ESS et les 211 milliards vers les entreprises qui, elles, n'ont pas de contrepartie. Quand vous financez aujourd'hui sous la forme d'aide fiscale des entreprises, il n'y a pas de contrepartie. Tout au plus, en matière de crédit impôt recherche, vous attendez à ce qu'elle fasse de l'innovation technologique. Mais là encore, je pourrais dire, mais nous, on fait de l'innovation sociale. L'innovation sociale, pas de crédit d'impôt. Innovation technologique, beaucoup de crédit d'impôt. Et ce que nous disons, c'est que non seulement on observe que l'économie sociale et solidaire, les associations qui remplissent une mission d'intérêt général, donc au service de tous, sont bien moins financées en proportion que les entreprises, mais elles le font avec une contrepartie, les autres sans contrepartie. Donc en fait, les plus assistés des deux ne sont pas ceux qu'on croit. Alors il y a 10 ans, vous parlez de l'économie sociale et solidaire, il y a 10 ans entrée en vigueur cette loi relative à l'ESS, dite loi Hamon. On en est où aujourd'hui? Bon, d'abord, une loi, ça ne change pas tout. Et la vérité, c'est qu'il y a une volonté politique intermittente. C'est que derrière, il aurait fallu qu'il y ait... je vais prendre un exemple très concret pour que ça parle. Nous, on veut le changement d'échelle de l'ESS, c'est-à-dire l'augmentation de la part dans l'économie des entreprises qui sont non lucratives. Non lucratives, ça ne veut pas dire que je perds de l'argent. Ça veut dire que je ne distribue pas de dividendes. Donc on veut l'augmentation de la part de ces entreprises parce qu'on estime qu'elles sont plus tempérantes, plus démocratiques, plus respectueuses de l'environnement et souvent plus respectueuses des droits des travailleurs. Ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas parfait, mais c'est toujours mieux que l'économie conventionnelle. C'est souvent mieux. On est pour que des entreprises de l'économie conventionnelle qui ont compris les enjeux écologiques et les enjeux sociaux, puissent faire le chemin vers nos modèles. Et donc, on met sur la table une stratégie nationale de développement de l'ESS qu'on a proposée au gouvernement et qui va être discutée à l'automne. Parmi les propositions très concrètes, il y a quoi? Vous avez dû voir dans l'actualité, et ça a dû être traité par le média, l'affaire Orpea. Cette société lucrative donc, qui gérait des EHPAD dans lesquels on a préféré remonter des dividendes aux actionnaires plutôt qu'assurer des soins corrects et dignes pour les personnes âgées. Et on se rend compte que dans le champ de la vulnérabilité des personnes, la petite enfance, le handicap, la santé, les personnes âgées dépendantes, il y a des entreprises lucratives qui ont des taux d'encadrement bien moins importants que dans le public ou dans le privé, donc moins de personnes pour encadrer les résidents, les tout-petits, etc. Et qui rendent parfois des arbitrages contre la dignité des personnes et pour les dividendes qui sont remontés aux actionnaires. Eh bien, nous proposons, c'est une de nos propositions, que toutes les activités économiques qui sont dans le champ de la vulnérabilité des personnes soient réservées désormais aux acteurs de l'économie sociale et solidaire ou à des acteurs publics. Certains disent que c'est impossible. Pas vrai. Dans les Landes, depuis 20 ans, il n'y a pas eu un seul EHPAD lucratif ou une seule crèche lucrative qui a été fait. Donc on peut parfaitement le faire et ce n'est pas incompatible avec le droit européen. Il faut une volonté politique et c'est cette volonté politique qui, depuis 10 ans, depuis la loi, a probablement manqué pour qu'il y ait une vraie feuille de route pour changer d'échelle et permettre l'augmentation du nombre des entreprises ESS parmi le total des entreprises en France. Oui, c'est l'avenir. En tout cas, il y aura le mix entre économie conventionnelle et économie sociale et solidaire. C'est sûr que c'est l'avenir. Encore faut-il que les pouvoirs publics, en tout cas le gouvernement, en soient convaincus. On a des dialogues avec le gouvernement. C'est pas simple, mais en tout cas, moi, je me bats pour cela. Alors, quand vous étiez candidat à la présidentielle, votre projet, c'était le revenu universel et dans sa dernière version, vous proposiez jusqu'à 600 € versés aux Français gagnant 1,9 fois le SMIC. J'imagine qu'aujourd'hui, vous réévaluerez cette somme. Alors, je vais vous dire, je reviendrai à la première idée. Parce qu'en fait, j'ai eu 2 temps dans ma campagne présidentielle. La primaire où c'était
un revenu universel pour tous. Et ensuite, on a essayé d'imaginer une première étape, en bossant sur le programme présidentiel, qui finalement a compliqué la perception des choses, puisque seulement ceux qui étaient en deçà d'un certain revenu auraient perçu le revenu universel. La réalité du revenu universel, c'est qu'on n'a pas fait, depuis 10 ans, on n'a pas mis sur la table une seule idée qui soit meilleure que celle-là. Et que je me marre quand je me rappelle qu'il y a 10 ans, on me disait « Oui, mais monsieur Hamon, avec votre revenu universel, vous ferez 1000 milliards de dettes publiques supplémentaires. » Bon, on a 1000 milliards de dettes publiques supplémentaires aujourd'hui. Il y a dû avoir la création du revenu universel, mais ni vous ni moi ne l'avons vu. Je ne sais pas où il a été, mais pas en tout cas sur le compte en banque des Français. Oui, je crois qu'il faut, à côté de la redistribution des richesses dans l'entreprise, dans l'économie, que chaque Français reçoive un minimum qui correspond à finalement ce que nous lèguent ceux qui ont travaillé avant nous. Ce patrimoine économique qui est celui lié au travail, aux innovations, à la recherche, au génie des générations précédentes. Et que ce minimum-là vienne compléter une retraite, un salaire, et que ce sera le moyen de renforcer aussi le pouvoir des salariés dans l'entreprise. Si vous ne dépendez plus de votre seul salaire pour vivre, ça vous donne davantage de force dans la négociation, là aujourd'hui vous n'en avez pas. En fait, je n'ai pas changé d'avis. J'ai un désaccord avec, d'ailleurs, de moins en moins de monde sur ces sujets-là, et je m'en réjouis, mais avec ceux qui pensent qu'on peut faire de la redistribution plus. Qui n'était pas d'accord avec vous à l'époque et aujourd'hui l'est? Beaucoup de gens qui ont cheminé. Après, c'est peut-être pas forcément des personnalités politiques, parce que vous savez, le problème des personnalités politiques, c'est qu'avant qu'elles disent « je me suis trompé », c'est quand même, ça n'existe pas beaucoup, quoi. Et moi, je vous dis, par exemple, je me suis trompé dans le fait dans l'approche que j'ai eue du revenu universel dans la présidentielle. J'aurais dû rester plus fidèle à ce que je disais dans la primaire. Mais je crois pas aux stratégies de redistribution plus, en mode, ce qui a marché dans les années 70-80, on va le faire... Et pour être très honnête, quand je regarde le programme de LFI là-dessus, je trouve que c'est un peu des sociodémocrates radicalisés. Et je ne crois pas que les solutions des années 70-80 social-démocrates, même radicalisées, marchent aujourd'hui. Je crois pas. On va parler de LFI juste avant, on va parler du PS. Mais bon, je dis du côté du PS, je pense qu'ils n'ont, hélas, pas grand-chose non plus repris de ce que je proposais à l'époque, sauf l'idée, je crois, d'un capital d'émancipation, ce qui est une bonne idée, c'est-à-dire en gros de reprendre cette idée au moins pour les 18-25 ans. Justement, on va parler du PS, de ce budget de Bayrou. La gauche ne l'aime pas. Ce n'est pas figé. On peut censurer, on peut dire non à ce budget. Ça s'appelle la censure. Sur cet aspect-là, à quoi joue le Parti socialiste? Voilà, vous me demandez de faire de la politique. Moi, je ne répondrai pas à ça. Ils prendront leur décision. Je ne sais pas quelle sera cette décision. Ce qui est clair, c'est que un budget qui appauvrit les pauvres, c'est pas possible. A fortiori, quand aucun geste significatif n'est fait pour réorienter une partie de la richesse vers les services publics, l'accès aux soins, l'hôpital gratuit, les retraités les plus pauvres, les sans-abri. Bon, je ne sais pas quoi dire, il y a tellement de priorités aujourd'hui. Donc, toute femme ou homme de gauche sincère commencera par cela, examinera le budget à l'aune de cela. Et si François Bayrou confirme un budget qui est un budget qui non seulement appauvrit les pauvres, mais démantèle les organisations qui aident les pauvres, en l'occurrence les associations, c'est-à-dire que c'est la triple peine. On va pas bien, on ira plus mal, et ceux qui nous accompagnent disparaîtront. Moi, je connais la fin de l'histoire. En tout cas, la gauche n'approuvera pas et forcément, selon moi, censurera le gouvernement. Vous êtes mis en retrait de la vie politique, on le sait. Est-ce que vous refusez d'en parler? Ah non, la preuve, j'en parle un peu. On peut en parler. Ouais, la preuve, D'accord, alors permettez-moi un léger retour en arrière. Ouais. Votre score à la primaire du PS que vous avez gagné, c'était 58% des voix, un très bon score. Il s'est passé quoi après? Des trahisons, bien sûr, mais de qui, j'ai envie de savoir? Il y a eu de... Je ne peux pas m'en sortir avec une explication comme celle-là. C'est-à-dire que si je perds, c'est pour une multitude de raisons, dont les trahisons sont sans doute un élément, mais parmi beaucoup d'autres. Parce qu'au fond, je reste convaincu qu'on avait le meilleur programme, et meilleur programme que celui de Jean-Luc. Et donc, si le meilleur programme ne l'emporte pas,
c'est sans doute que je n'étais pas déjà le meilleur candidat. Ce qui est un élément d'une élection présidentielle, de l'équation présidentielle, ou la meilleure incarnation de ce qu'il fallait. Que je n'étais pas non plus adossé au meilleur bilan, puisque j'étais le candidat de la social-démocratie et de l'écologie, et que ça a sans doute pesé. Qu'il y avait une fatigue sur des solutions qui apparaissaient incapables de répondre aux problèmes de l'époque, et des équipes que nous incarnions, qui avaient déjà été essayées, entre guillemets, par les Français, et qui ne plaisaient plus. Donc, je ne peux pas m'en tirer et je serais malhonnête en disant cela. Et je vais vous dire, je ne garde de cette époque pas aucune espèce de haine personnelle. D'amertume. Aucune. Non, je suis triste de ce qui s'est passé, vraiment triste, et y compris de ce que je considérais être une faillite morale collective, parce que c'est ce qui a aussi expliqué la défaite, c'est le spectacle d'une faillite morale, ce n'était pas qu'une faillite politique. Quand les comportements sont aussi éloignés de ce que nous on appelle la décence, c'est-à-dire de choses que dans nos vies quotidiennes nous ne ferions pas, à nos amis, à nos voisins, être aussi, comment dire, voilà, trahir aussi grossièrement, ce que ça a ajouté à beaucoup d'autres arguments qui justifiaient que cette campagne n'a pas atteint les scores qu'on espérait, c'était justement le spectacle de cette faillite morale. Et la morale, c'est ce qui distingue ce que, en tout cas, ensemble, on va estimer bien ou pas bien. Et ce qui s'est passé à l'époque dans la famille que je représentais, entre les gens, n'était pas bien souvent. Ouais. Mais il n'y avait pas que ça, il y avait aussi des gens formidables et beaucoup de militants sur le terrain et de citoyens qui ont voté avec joie et le sourire pour ce programme. Donc je persiste à dire qu'il était le meilleur à l'époque. Il sera encore le meilleur aujourd'hui? Il y a plein d'aspects, mais je suis sûr qu'on peut faire des mixtes après. Je dis que c'est le meilleur parce que j'y crois. Et vraiment, mais aujourd'hui, on peut... Votre programme avec celui du UNFP, enfin votre programme de l'époque avec celui actuel du UNFP, c'est moi, compatible? Je trouve que, évidemment, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on pourrait travailler. Je pense que, y compris même sur l'approche de la question du travail, où on avait eu des débats, je trouve que cette idée, par exemple, de penser, de prendre l'idée qui était la mienne du revenu universel, de penser au capital d'émancipation en imaginant, par exemple, que on ferait une réforme différente ou un financement différent des allocations familiales. On remettrait de l'égalité entre toutes les familles comme ça existait auparavant. Parce que plus il y a de l'égalité devant un certain nombre de prestations universelles, plus aussi ça améliore le consentement à l'impôt. Et donc, moi, je pense que ça a du sens. Mais on dirait que c'est 300 euros par enfant, sur lesquels 200 vont à la famille et 100 sont immobilisés chaque mois sur un capital qui serait disponible pour chaque jeune au moment de sa majorité, qu'il utilise librement pour se payer des études, créer une boîte, partir en voyage, mais en tout cas qu'on démarre avec quelque chose. Je trouve que c'est une idée intéressante. En tout cas, le programme du NFP vous convient. Le NFP, c'est le PS et oui, LFI mais notamment. Je ne me souviens plus du détail, mais bon, moi, il y a un secret pour personne que j'ai voté pour le NFP, donc... Évidemment. Voilà. En tout cas, à l'époque, il y a eu la création du NFP. Vous accordez tout votre crédit au programme du NFP. Oui, de loin quand même, parce que j'y suis plus moi. Mais, de loin. Non mais je dis de loin, comme acteur d'une ONG, président de SS France, je dis ce qu'est mon vote, parce que ça me paraît logique qu'on pose cette question à un ancien candidat à la présidentielle et qu'il y réponde. Mais après, j'engage pas les organisations qui sont les miennes derrière le NFP, loin de là. Il y a des gens dans le SS qui sont de droite, et heureusement qu'il y en a. Au-delà du programme du NFP, aujourd'hui, on parle d'une candidature unique qui serait donc autour de ce programme. Est-ce que c'est encore possible? Et c'est d'ailleurs regrettable que les débats tournent autour de ça, mais est-ce que le PS, finalement, et LFI compatibles? Bon, il faut arrêter de se raconter des histoires, en fait. Il n'y aura pas de programme, il n'y aura pas de candidat derrière le programme du NFP, parce que d'abord, chaque candidat devra construire un programme qui lui ressemble. Voilà, première chose. Donc c'est l'élection présidentielle, et moi, je regrette que chacune des formations, d'ailleurs de la gauche, sombre dans le présidentialisme tous les 5 ans, en nous expliquant que ça va être le grand soir démocratique une fois qu'on aura élu le président de gauche, mais qu'entre-temps, on ne sait pas faire autre chose que du présidentialisme. Je me permets de le dire, c'est valable pour LFI comme pour tous les autres. Et d'ailleurs, je regrette aussi le peu de soins qu'on donne à la démocratie. Pourquoi je suis attaché aux primaires? C'est parce que dans une période qui est une période de régression démocratique, avoir des instants démocratiques doit être
comment dire, choyer, soigner, encourager. Et donc, je reste favorable à cette formule-là. Ensuite, tout le monde sait que Mélenchon sera candidat jusqu'au bout. J'ai quand même pas besoin d'être un mélenchonologue pour le savoir. Donc, il y a des spécialistes mais là, c'est quand même écrit depuis longtemps en plus. On va pas faire bon, c'est une surprise. On va pas qu'il ne sera pas candidat. Donc, la question va être de savoir si sur Or et les filles, il y aura eu un ou une autre candidat et comment ils se départageront. Moi, la seule primaire du PS qui sera organisée. Moi, la seule chose que je peux dire, c'est que dans les principes, c'est que la question démocratique, même quand on est dans l'opposition, elle est importante. Il y a une très jolie phrase d'une anarchiste américaine d'origine russe à la fin du 19e siècle qui disait « Si je ne peux pas danser, ce ne sera pas ma révolution ». Ça voulait dire quoi? C'est que si votre manière de militer, si le programme qui est le vôtre dans l'opposition, votre manière d'être n'est pas joyeuse, n'est pas heureuse, la société que vous nous préparez ne sera pas joyeuse et pas heureuse non plus. Donc moi, ce que je dis simplement, c'est que si on n'est pas démocratique avant, c'est pas qu'on ne sera pas démocratique après, il y a des institutions qui sont là. Mais je pense qu'on n'aura pas... Vous dites nous, c'est le PS ou la gauche en général? Les partis politiques. Il faut soigner la démocratie, même quand on est dans l'opposition, et créer des espaces de délibération. Et c'est un des principaux points de désaccord que j'avais avec le fonctionnement des LFI, c'est un des points de désaccord que j'ai avec le parti d'Emmanuel Macron, c'est un des points de désaccord que j'aurais avec n'importe quel parti de gauche, s'il disait « Non, un conciliabule entre chefs peut très bien faire ». Bon, les conciliabules entre chefs, c'est pas à la hauteur d'un moment. On doit mobiliser la société civile, les formations politiques au service d'un projet de transformation sociale qui nous évite le pire. Et d'ailleurs, quand même, pour qu'on soit très sérieux 2 secondes encore, aux rencontres d'été de la LFI, aux rencontres d'été du PS, des écolos, il y aura des conférences comment éviter la victoire de l'extrême droite. Dans tous. Vous croyez qu'au truc du RN ou au truc de LR, il y a une conférence comment éviter la victoire de la gauche? Non, je n'y crois pas. Donc, ça veut tout dire pour vous? Non, mais ce que je veux dire, c'est que... les débats de la gauche tournent autour de ça? Non, mais c'est que je pense qu'il faut qu'on mette sur la table des stratégies qui apparaissent crédibles aux yeux de ceux qui regardent la société. Et j'en suis, comme dirigeant de la société civile, je regarde la droite, je regarde le centre, je regarde l'extrême droite, je regarde tout le monde, je regarde leurs stratégies, je vois que l'extrême droite mobilise des stratégies avec des acteurs économiques, Bolloré, Sterrin, je vois la bataille culturelle et l'hégémonie culturelle, et vive le média d'ailleurs, et ces médias indépendants aujourd'hui qui se battent dans des conditions épouvantables face à des monstres économiques qui broient tout sur leur passage. Mais je vois ça. Et en face, qu'est-ce qu'on a, nous? Le nombre et la démocratie notamment. La diversité de nos Vous pensez que la gauche n'est pas à la hauteur aujourd'hui? Non, mais c'est pas ça. C'est que la gauche politique, non. Quand le reste de la gauche, elle est à la hauteur. Aller dans la société civile, mais sur l'éducation, sur l'inclusion, sur la question écologique, sur la question du grand âge, sur l'hôpital, tout est là. Toutes les innovations sociales sont déjà expérimentées, elles ne demandent que passer à l'échelle. Le programme d'un camp qui s'intéresserait à comment aborder la transition démographique, comment aborder la transition écologique, comment anticiper l'impact de la révolution numérique et digitale sur le travail, la connaissance, l'information, tout est là. Je veux dire, il n'y a qu'à rassembler les briques pour ceux qui s'y intéressent. Mais ce que je veux dire, c'est que ceux qui sont censés en dernier recours, en l'occurrence, faire ce travail, aujourd'hui, le font chacun dans leur coin. Et à partir du moment où ils le font chacun dans leur coin, il n'y a personne qui pense que ce sera crédible. Beaucoup d'idées sociales, économiques. Cette passivité en politique, parce que vous l'avez dit, je me suis mis en retrait de la politique, ça ne vous fait pas de peine? Vous arrivez à vivre avec, avoir autant d'idées, vous mettre en retrait de la vie politique? Si d'autres les défendent bien. Puis en quoi, vous estimez qu'il y en a qui défendent bien vos idées aujourd'hui? Il y a des moments où je suis très heureux à écouter des dirigeants de tous les partis que j'ai cités. Mais pas de nom. Non, mais si je peux vous donner des gens... Il y a des gens qui... quand j'écoute une Clémence Guettet, moi, il y a plein de fois où je suis d'accord. Quand j'écoute Ruffin ou Autain, quand bien même ils sont fâchés avec Clémence Guettet et Bompard, il y a beaucoup de choses sur les services publics avec lesquelles je suis d'accord. Quand j'écoute Benjamin Lucas, je suis d'accord. Quand j'écoute sur plein de choses... quand j'écoute certains socialistes, j'ai bien aimé le concept de démarchandisation de Boris Vallaud, et je trouve ça intéressant. Ce que je veux dire, c'est que
Oui, j'ai cette chance de pouvoir me faire abstraction des étiquettes. Et la question qu'on me pose souvent, c'est pourquoi ne revenez-vous pas? Ok, pourquoi pas? Je pourrais en avoir encore l'envie un jour, mais à cette étape, en quoi est-ce une solution avant 2027? Non. Oui, ça me fait tousser. Oui, je vois ça. Ça doit être une allergie. Pardon. Non, je pense que raisonnablement aujourd'hui, je ne vois pas en quoi rajouter un paramètre supplémentaire ou une inconnue supplémentaire à une équation avec déjà trop d'inconnus aiderait les Français à y croire à nouveau, en tout cas à croire à la possibilité d'une alternative de gauche en 2027. Benoît Hamon, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et c'est la fin de cet entretien. Merci de votre fidélité et excellente suite des programmes sur le Média.